Jean-Luc Mélenchon se rapproche de plus en plus du trio de tête. Il est persuadé qu'il sera la surprise du premier tour. Et d'ailleurs, selon le sondage réalisé pour l'IFOP pour le JDD, il est entré dans la cour des présidentiables. On imagine que ça doit vous faire plaisir. Il reste 20 jours tout juste avant le premier tour. Est-ce que vous pensez vraiment que Jean-Luc Mélenchon peut réussir un coup de force ? Oui, on peut gagner, je crois, cette élection. Non pas parce que les sondages le disent. Vous savez, moi, je suis une ennemie absolument indécrottable des sondages et des sondeurs. Donc, jamais je n'utiliserai cet argument comme un argument d'autorité. Je m'en méfie beaucoup trop. Mais cela dit, il y a des indicateurs de la vie réelle qui nous permettent de sentir qu'il se passe quelque chose de nouveau. Voilà, une sorte d'engouement. C'est clair, un engouement pour cette campagne de Jean-Luc Mélenchon, qui a à voir, à mon avis, avec le fait que, on restitue une certaine forme de dignité de la politique. Quelque chose de très basique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un tel rejet de la classe politique, il y a beaucoup de dégoût. Les gens sont allés voter une fois, 2 fois, pour des programmes, pour des promesses qui n'ont pas été tenues, se sont eux-mêmes mis à l'écart de la politique. C'est ce phénomène de l'abstention. Et nous avons toujours pensé que la clé de la victoire, c'était de faire revenir à la politique les dégoûtés. Voilà. C'est pour ça qu'on s'est tenu à l'écart des dégoûtants et qu'on a essayé de faire notre propre chemin en parlant à l'intelligence des personnes, en étant rassurant aussi, parce que la chute d'un ancien système, en l'occurrence celui de la Ve République, et de ces 2 partis essentiels qui sont le PS et les Républicains, génère d'angoisse, du chaos, de la tension, du déséquilibre. C'est forcément un régime qui chute, ça se fait pas comme ça de façon paisible forcément. Donc nous, il fallait qu'on montre que oui, ça pouvait se faire de façon paisible. Oui, il y a une modalité pacifique pour régler tous ces différends, c'est la 6e République. Insoumis et rassurant, ça va pas ensemble, quoi. Donc, en fait, si, c'est ça la force de la campagne insoumise. Qui rassure en ayant créé le mouvement des Insoumis, on se dit, il y a un moment, mais on explique souvent les campagnes après, ou 3 ou 2 mois, ou 6 mois, ou 1 an après. À l'origine, c'était pas ça. Vous étiez quand même plutôt avec le mouvement des Insoumis, parti un peu dans la logique de 2012, quoi. Non, justement, parce que sinon... Pas de bruit et de fureur. Depuis le début, vous aviez renoncé au bruit et à la fureur. Depuis le début, on avait estimé que, d'abord, il y a un point important que vous savez, Al Chabot, c'est que nous n'avons, la dernière campagne, nous l'avions fait adossé à un cartel de partis. Qui s'appelait le Front de Gauche, et que cette fois nous avons forgé un mouvement citoyen dans lequel donc ça change tout. Du point de vue du programme, on a aussi des choses nouvelles. Par exemple, en 2012, le droit de révoquer les élus entre les élections n'apparaissait pas. Or là, c'est un point important parce que nous ne disons pas aux personnes faites-nous confiance à nous parce que nous on est honnête. Jean-Luc Mélenchon, il ne sollicite pas cette confiance aveugle que les Français ne sont absolument pas prêts à accorder à qui que ce soit. Il dit faites-vous confiance car vous aurez le droit de révoquer les élus. Et ça, c'est une solution pacifique. Donc c'est pour ça que c'est rassurant. Parce que certes, tout le monde voit bien qu'il y a une sorte de débandade généralisée de toute la classe politique et de la vie politique. Et quelque part, Jean-Luc Mélenchon, il propose une méthode. Voilà, on va convoquer l'Assemblée constituante par référendum. Il va y avoir des élections, on va désigner des personnes pour cette Assemblée constituante. Il y aura des bulletins de vote, il y aura un bulletin de vote, il y aura écrit tirage au sort. Ce qui fait que vous allez pouvoir donner votre voix pour le tirage au sort. Du coup, il y aura un certain pourcentage de personnes qui seront tirées au sort. C'est la révolution tranquille que vous nous expliquez, là. Oui, après, avec certaines formes, faut être cohérent. Comme l'idée, c'est d'abolir la Ve République, les personnes qui ont été élues dans la Ve République seront inéligibles pour la 6e République. Voilà, ce genre de choses. Mais oui, c'est-à-dire l'idée, c'est maintenant de commencer à édifier. Et moi, je sens dans la campagne, sur le terrain, qu'il y a de l'énergie pour cela, il y a du désir de le faire, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. En 3 semaines, aller chercher tous les abstentionnistes et les dégoûter, ne croyez pas que le travail est fini d'être fait. Il ne l'est pas encore fini. Et moi, ça continue d'être mon objectif parce que je pense qu'il faut vraiment noyer par une participation électorale massive l'extrême droite. Voilà. C'est la seule façon réelle de combattre l'extrême droite de ce pays, c'est de les noyer dans nos bulletins de vote qui seront ces bulletins de vote pour la 6e République. Axel de Tarlé. On voit bien qu'il y a une dynamique là et que vous prenez à rêver d'être pourquoi pas au second tour et vous l'avez dit, pourquoi pas la gagner cette élection. Mais est-ce que vous n'allez pas être rattrapé par votre programme parce que franchement c'était un programme de colère. Quand on voit, je pense sur le plan économique, SMIC plus 16%, temps de travail 32 heures, 6e semaine de congé payé, retraite à 60 ans. Bon, c'était un programme de colère, un coup de gueule, mais c'est pas un programme applicable et vous le savez bien. Donc est-ce que vous n'allez pas être rattrapé par la radicalité de votre programme qui du coup les gens vont se dire bah oui, Mélenchon c'est bien pour un coup de gueule, mais on voit bien qu'il peut pas gouverner la France avec ça. En tous les cas, il devra se renier comme les autres.
Peut-être que c'est ce qu'ils entendent du soir au matin à la radio, mais je suis pas certaine que c'est ce qu'ils pensent. Parce que quand on parle des salaires, la plupart des Français, justement, constatent que leur salaire, il leur permet pas de vivre dignement. Et que finalement, ce 16% qui est peu cher... c'est pas non plus le doublement du salaire, hein. C'est quelque chose que nous avons chiffré. D'ailleurs, nous sommes les seuls, au passage, à avoir fait un chiffrage pendant 5 heures sur la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon. De salaire en plus, le temps de travail a baissé à 32 heures. 32 heures, on 60 ans pour la retraite. Enfin, il y a beaucoup de cadeaux qui tombent. Soyons précis. Le cadeau, je sais pas de la part de qui, mais en tout cas, bref. Soyons précis. C'est pas 32 heures dans le programme. 32 heures, c'est la perspective. Mais l'avenir en commun est un programme d'application immédiate. Et pour ce quinquennat, c'est 35 heures. Bon, vous pourriez aussi être contre les 35 heures. Peut-être que vous êtes contre les 35 heures également. Mais en tout cas, c'est pas 32 heures. Donc soyons rigoureux sur ce point. Et effectivement, nous sommes dans un pays riche. Nous sommes dans un pays riche dans lequel la distribution des richesses se fait de façon trop inéquitable. Et pourquoi ? Parce que les richesses sont captées par un petit groupe de personnes. C'est ce que nous appelons l'oligarchie, c'est-à-dire le gouvernement des peu. Ils concentrent pouvoir politique et pouvoir au niveau des richesses. Alors notre idée, c'est qu'on va créer d'abord des millions d'emplois nouveaux, parce que c'est ça le fond de l'affaire, hein. Parce que peut-être que les Français, quand ils se disent c'est pas possible de faire ces cadeaux, faut serrer la ceinture, c'est parce qu'ils s'imaginent que finalement notre pays est pauvre et qu'il faut se partager les miettes. On est tous là à courir après des miettes et à se dire pourvu que la miette elle tombe sur mon gamin à moi plutôt que sur le gamin du voisin. Mais il faut sortir de cet état d'esprit, il faut être conquérant. Et notre plan, il produit plus de 3 millions de postes de travail nouveaux. Vous n'avez pas peur qu'il commence par produire des délocalisations? Je vais plus loin. Est-ce que ce plan il peut marcher, mais dans ce cas-là, il faut sortir de l'Europe, parce que sinon il va y avoir un choc de décompétitivité immédiat pour nos entreprises qui risque d'être suicidaire. Alors que c'est vrai que sinon on peut tenter, comme on disait, l'aventure albanaise en fermant les frontières et puis on fait notre tambouille. C'est pas du tout caricatural ce que vous dites. Je pense que même les Français savent même pas. Est-ce qu'il est eurocompatible? Est-ce qu'il est eurocompatible? Jean-Luc Mélenchon est-il eurocompatible? Je vous propose qu'on y revienne dans un tout petit instant sur Europe 1. À tout de suite. Vous écoutez Arlette Chabot, Axel de Tarlé et Maud Descamps pour les réseaux sociaux. Vous recevez la porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, Raquel Garrido. Raquel Garrido, juste avant la pause, Axel de Tarlé vous interpellait. Il vous a demandé si Jean-Luc Mélenchon était eurocompatible. Alors, vous disiez que toutes ces créations d'emplois et ce projet de relance de l'activité, par exemple sur l'économie de la mer, sur la relocalisation de l'agriculture, c'est des centaines de milliers d'emplois, allaient générer des délocalisations. C'est ça votre argument? Je disais l'idée de dépenser 100 milliards de plus, de travailler, d'aller vers les 32 heures. Est-ce que par rapport, quand on ira voir nos amis allemands, est-ce qu'ils vont dire c'est très bien et vous avez raison, on va vous suivre, ou est-ce qu'il va y avoir un petit problème quand on va aller avec, parce qu'on n'est pas seul dans l'Europe. Ah mais ça, c'est évident que l'Union européenne est un cadre contraint qui pose problème. Ce débat, il est sur la table pour les Français depuis très nombreuses années. Pourquoi vous le tranchez pas carrément alors? Rappelez-vous 2005, déjà la question avait été opposée aux Français. Peut-être que vos auditeurs n'ont pas tous la mémoire de cette date, mais en 2005, on a posé la question aux Français de savoir ce qu'ils pensaient de ce traité constitutionnel européen, avec les règles de concurrence libre et non faussée, d'interdiction d'harmonisation fiscale et sociale. Mais vous avez la main qui tremble là-dessus. Vous n'osez pas sortir de l'Europe, on a l'impression, par rapport à votre programme qui n'est pas euro-compatible. D'abord, on ne peut pas sortir de l'Europe parce que c'est un cadre géographique dont on ne sort pas, mais de l'Union européenne, notre idée, c'est de dire, on a observé ce qui s'était passé en Grèce. Alexis Tsipras, il avait le soutien de son peuple pour une certaine politique, un certain rapport à l'Allemagne. Il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de cette négociation. Pourquoi ? Parce que dans son esprit, psychologiquement même, je dirais, jamais il avait envisagé même l'idée de partir. Or, vous entrez dans une négociation, si vous n'avez pas l'issue de refuser ce qu'on vous propose, en fait, vous n'êtes pas en train de négocier. Vous êtes juste en train d'attendre qu'on vous dise à quelle sauce vous allez être mangé. C'est pour ça que nous avons, à un moment donné, décidé, effectivement, nous avons un plan A. Notre plan A, c'est de garantir un espace dans lequel il y a de l'harmonisation sociale, de l'harmonisation fiscale, où on arrête avec des directives absolument dingues comme la directive travailleurs détachés, où des personnes sont dans d'autres pays payées avec des cotisations de leur pays d'origine, des choses qui ne génèrent que du racisme, de la xénophobie, de la tension, dans un cadre comme la France où il y a 6 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres, c'est quelque chose de dévastateur. Donc faut arrêter avec tout cela. Mais s'ils ne veulent pas, s'ils s'entêtent, nos interlocuteurs, nous ne pouvons pas dire on va accepter quand même. Parce que dans ce cas, nous n'avons aucune crédibilité. C'est ça l'idée, tout simplement. C'est une modalité de négociation qui est transparente, qui est sur la table. On l'expose aux Français. Et il me semble qu'elle est efficace. Tu la quittes. Il résume ça assez bien. Si vous voulez c'est ce qu'il a dit. Oui, c'est ce qu'il dit. Oui, je pense qu'on tu la changes ou tu la quittes. Je pense qu'on peut résumer comme ça. Rapport à Alexis Tsipras, qui ne cite plus d'ailleurs, parce que quand même c'était avant le modèle, c'est aussi que en France, comme il y a en Grèce,
on veut peut-être plus de l'austérité européenne, mais on veut pas quitter l'Union européenne. C'est aussi le problème qu'avait Alexis Tsipras, c'est qu'il y avait une majorité de Grecs qui ne voulaient pas que la Grèce sorte de l'Union européenne. Une sortie sèche comme objectif central d'une politique, par exemple, c'est celle de la différence de Marine Le Pen, c'est ça que vous voulez dire. Ou même Marine Le Pen aujourd'hui, elle dit même plus ça parce que elle n'a plus d'avis en tant que telle. Elle dit quand même sur ce sujet qui a été si important pour eux, je n'ai plus d'avis personnel, je vous donne le dernier mot. Bon. Ça aussi, ça c'est pardon, mais ça, pour moi, c'est de la démagogie pure et simple. Nous, on sait ce qu'on veut. Voilà, et on va le mettre en place avec le gouvernement Jean-Luc Mélenchon dès le lendemain de notre élection, contrairement à Marine Le Pen qui aujourd'hui, même sur l'Europe, dit je ne sais pas. C'est engageant la sortie de l'euro, donc il faut donner la parole au peuple pour savoir si oui ou non il veut sortir de l'euro. Non, mais c'est pas du tout ce qu'elle dit. Elle dit, j'ai bien entendu sa formulation lors du débat du 20 mars à TF1, elle dit je vous laisse le dernier mot, moi j'ai mon avis, mais quand même c'est vous qui devez le savoir. Bon, bref, donc passons sur Marine Le Pen, qui elle fait de la politique avec à l'applaudimètre et au sens du vent, ce qui n'est pas, je crois, ce qui est requis pour une négociation internationale telle qu'elle vient face à nos partenaires européens. Et c'est évident que le plan B, c'est plus complexe qu'une sortie sèche, puisqu'il s'agit de construire avec des partenaires, notamment dans les pays du Sud, un cadre cohérent dans lequel tout le monde s'y retrouve et on a cette harmonisation fiscale, sociale et finalement un espace géographique qui nous permet d'aller de l'avant, relancer l'activité économique et faire des choses ensemble. Construire une autre Europe, une Europe du Sud face à une Europe du Nord intransigeante, c'est ça? Oui, si besoin, bien sûr. Je ne crois pas, non. C'est curieux. C'est un peu ce que disait Julien Drey ce matin. Je ne sais pas qui est Je sais pas qui est Julien Drey ce matin, il disait c'est vrai qu'il parle très bien, Jean-Luc Mélenchon. Il disait c'est un showman dans Libération. Il a dit c'est un vieux prof qui vous explique qu'il faut changer le monde. Mais au fond, concrètement, on se dit pourquoi est-ce qu'on ne le croit pas? Voilà. Alors, je ne sais pas qui est un on, moi, dans l'école de... Julien Drey, je vous l'ai dit. Mes amis qui... Non, mais parce que là encore une fois, on dit on. Vos amis journalistes dans l'école de journalisme, je crois, à Arlès Chabot, une des premières choses qu'on apprend en journalisme, c'est que on est un con. Voilà, donc on ne dit pas on quand on décrit des phénomènes sociaux. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas, mais on a un auditeur. Si Julien Drey ne croit pas à Jean-Luc Mélenchon, comment dire, cette information me passe 1000 km au-dessus de la tête, puisque si Julien Drey était un facteur positif aujourd'hui dans ce qu'il y a lieu de faire en France, on le saurait. Alors, je ne sais pas qui est on, mais on a un auditeur sur Twitter. Je le saurais. On a Gabriel, regardez, vous pouvez voir derrière vous, qui nous dit, grâce à Raquel Garrido, j'hésite entre l'éclat de rire ou la crise de panique. C'est beau l'utopie, mais ça ne permet pas de diriger. Il faut avoir, je pense, au contraire, des objectifs. Je pense que ce sont ces gouvernants qui sont là... Qui ne réfléchissent qu'avec les sondages et le CAC 40 qui finalement n'arrivent pas à gouverner. Avoir un dessein, par exemple sortir du nucléaire, c'est une perspective à l'année 2050. Donc tous les grands défis écologiques aujourd'hui requièrent de la planification, requièrent de la vista. Tous. Le permafrost de Sibérie va commencer à fondre, il va libérer du méthane, l'air que nous respirons tous va devenir irrespirable, et à ce moment-là, vous me direz pas que mes 35 heures c'est irréaliste, vous me direz mais pourquoi vous me parlez de 35 heures alors qu'on est tous en train de mourir? Bon, un jour vous y viendrez vous, mais il y a heureusement des gens comme Jean-Luc Mélenchon qui ont prévu la chose d'avance. Mais qui n'a pas eu assez de vista pour accueillir Yannick Jadot dans son camp. Ah, mais il est bienvenu, Yannick Jadot, il n'y a pas de problème. C'est pas lui qui l'a choisi pour l'instant, en tout cas, puisqu'on parlait d'écologie, en tout cas. Oui, mais justement, alors, l'idée, c'est quand même, je pense que c'est très, très clair maintenant pour tout le monde, nous n'avons pas fait une campagne d'accumulation de sigles de partis. C'est pas notre stratégie. Et d'ailleurs, on l'a vu finalement qu'en se rassemblant, Benoît Hamon et Yannick Jadot n'ont pas lancé de dynamique. Cette agglomération de sigles de partis ne déclenche rien finalement de nouveau en politique française. Et ça, c'est quelque chose, je crois, dont il faut nous donner acte. On l'a compris. On s'en est tenu éloigné malgré les critiques, y compris chez nos propres amis, parce que notre objectif n'a jamais été de faire un grand millefeuille de ces partis de la Ve République, y compris les partis de gauche. Ça a été, au contraire, de rendre possible la Sixième République avec, en épousant quoi? Le désir profond dans la société pour plus d'éthique en politique et plus de contrôle citoyen. C'est ça le fond de l'affaire. Quand vous avez 130 000 personnes à la Bastille, c'est la pointe de l'iceberg. Aujourd'hui, en France, je pense tout le monde considère qu'il y a un problème d'éthique en politique. Qui y répond? Jean-Luc Mélenchon. Tout à l'heure, on disait l'Europe, tu la changes ou tu la quittes. La gauche, tu la changes ou tu la quittes. On a demandé à nos internautes qui suivent cette émission si, selon eux, Jean-Luc Mélenchon était le candidat qui incarnait le mieux les valeurs de la gauche. Et c'est Maud Descamps qui est notre spécialiste des réseaux sociaux. Oui, résultat, 77,8% de nos votants estiment que Jean-Luc Mélenchon incarne le mieux les valeurs de la gauche. C'est pas forcément une bonne chose, nous dit Gérald. En tant qu'électeur de droite, je trouve qu'il incarne
représente très bien les valeurs originelles de la gauche, le marxisme autoritaire, l'égalitarisme bureaucratique et l'étatisme archaïque. À l'inverse, Sylvain nous dit « Quand je passe devant la mairie de mon village et que je lis liberté, égalité, fraternité, dans cette présidentielle, je vois beaucoup de programmes pour réduire les libertés, pour réduire la fraternité. Et à part Mélenchon et Hamon, je ne vois pas qui défendra l'égalité face aux forces financières. » Stella, elle, estime pour sa part que le meilleur pour incarner la gauche, eh bien, c'est Benoît Hamon. Jean-Luc Mélenchon, c'est le retour à la préhistoire. Et enfin, Georges écrit « Non seulement Jean-Luc Mélenchon représente le mieux les gens qui ont des valeurs de gauche, mais il est celui qui répond également le mieux aux interrogations des indécis. » Alors, ces indécis, c'est plus de 40%. Est-ce que pour vous, ça peut faire pencher la balance en votre faveur ? Oui, c'est évident que Jean-Luc Mélenchon représente bien des valeurs de gauche, mais il représente bien plus que ça, bien plus que cela, et c'est ça l'explication de cette dynamique autour de nous, un certain rapport à l'État, à la République, par exemple sur les questions internationales. Qu'on comprenne bien, pardon de vous interrompre, mais je veux dire, au-delà de la gauche, quand vous dites bien au-delà, oui, je pense qui peut venir rejoindre Jean-Luc Mélenchon demain. Alors les indécis, vous en parliez, enfin les indécis, pas les indécis, les dégoûtés, quoi, c'est-à-dire les gens qui veulent vraiment s'abstenir, qui est encore autre chose que l'indécision. Mais je parle des gens de droite. Gouvernement, c'est ça. Je parle aussi des gens de droite. Ouais. Moi, par exemple, gens de droite qui peuvent aller voter Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, mais on le sent. Et d'ailleurs, votre confrère Mélanie Nunes, qui était sur le terrain, elle qui revient du meeting de Châteauroux, par exemple, a interviewé des personnes qui se disent de droite et qui finalement se disent, à partir du moment où ils proposent le droit de révoquer les élus, là-dessus, je suis d'accord. Et moi, je reçois des messages de confrères. Par exemple, ma profession, je suis avocate. C'est un milieu qui n'est pas spécialement gauchiste. Eh bien, des confrères qui me disent, j'ai vu votre mentor au débat. C'est un certain rapport à la France. Voilà, on va pas se donner au premier venu parce qu'il y a les beaux yeux bleus et les belles dents blanches. Il y a aussi un peu d'épaisseur. Il faut de la philosophie, de la culture. Et ce côté finalement Cyrano, à la fin de l'envoi, je touche, ça plaît. Et sur les questions internationales, singulièrement, il y a là finalement une filiation gaulienne qui plaît aussi à des gens de droite. Et on poursuit ce débat dans un instant. À tout de suite, Raquel Garrido. C'est ce que disait hier Jean-Luc Mélenchon en meeting près de Châteauroux. Le candidat de la France Insoumise réalise ces derniers jours une percée dans les sondages. Il ne nous a pas envoyé son hologramme ce soir, mais sa porte-parole, Raquel Garrido, qui est avec nous toujours en direct. Raquel Garrido, je voudrais qu'on dise un petit mot sur le débat qui va avoir lieu demain, puisque lors du premier débat à 5, la prestation de Jean-Luc Mélenchon avait été saluée. Demain, ils seront 11. Ça va être un peu plus compliqué peut-être pour lui de se positionner, non ? Il aura moins de temps de parole, de fait. Et puis, les sujets vont peut-être pas être autant approfondis, puisque dans une dynamique à 11, en fait, il va y avoir peut-être 2-3 personnes qui vont parler d'un sujet, puis, je parle d'une mesure précise, par exemple. 2-3 qui vont parler d'une autre. Il n'y aura pas un sujet sur lequel 11 personnes vont se positionner. Donc, il y a une sorte de danse comme ça du débat qui aura lieu, qui va peut-être être difficile d'accès aussi pour les téléspectateurs et qui va requérir de la part des candidats une concentration sur ce message qu'ils ont vraiment envie de porter. Bon, après, Jean-Luc Mélenchon est un bon débatteur. Il est pétri de son programme L'Avenir en commun qu'il connaît sur le bout des doigts. Donc, je me fais pas, je pense qu'il saura être à la hauteur de cet événement. Je n'ai pas de crainte par rapport à ça. Sur Europe 1, tout à l'heure, dans le débat des éditorialistes, Nicolas Bétou disait qu'il était sans doute le candidat qui avait le plus à perdre dans ce débat. Ah bon, pourquoi ? Certainement parce que il a le plus de, il a bien réussi le premier débat déjà dans un premier temps. Oui. Donc et pourquoi il bon non, moi je pense pas que évidemment en théorie tout le monde a des choses à perdre dans un débat, mais Jean-Luc Mélenchon c'est un peu l'inverse. Ça fait des années et des années que les Français ne le connaissent que par sa caricature. Ce qui a eu lieu le 20 mars, c'est une révélation. Vous parlez à 11 millions de personnes qui pensent qu'ils vont voir un type et finalement ils en voient un autre, c'est Jean-Luc Mélenchon tel qu'en lui-même. Donc il doit continuer tout simplement dans cette lancée, il doit être tel qu'il est. Il doit être fidèle à lui-même, fidèle à sa personnalité, fidèle à l'épaisseur culturelle qu'il incarne et qui donne et qui finalement crée beaucoup d'affection et d'empathie, c'est vrai. Axel de Tarlet. Mais oui, ça fait une demi-heure qu'on parle de Jean-Luc Mélenchon, l'hologramme, vous avez employé le mot révélation. C'est vrai qu'il y a l'impression qu'il y a un culte de la personnalité. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il est bon, c'est qu'il est libéré du parti et que la France Insoumise, en fait, c'est le parti mélenchoniste, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un petit paradoxe entre ce Jean-Luc Mélenchon qui nous dit qu'il faut nous libérer de la Ve République et de son homme providentiel, alors que justement, je trouve qu'il incarne l'homme providentiel révélé, pour reprendre votre expression à l'instant?
Jean-Luc Mélenchon est en train de faire en sorte que l'histoire de France se joue un tour à elle-même. Cette 5e République, elle a été faite sous la dictée du général de Gaulle, pour le général de Gaulle. Et il n'est pas écrit dans la constitution de la 5e comment on fait pour faire une assemblée constituante, c'est-à-dire comment on fait pour que nous, les Français, nous puissions à nouveau nous doter de nouvelles règles. Ce n'est pas écrit. Alors on a réfléchi avec nos juristes, Charlotte Girard, les gens de l'équipe, et nous avons trouvé une faille. C'est que l'article 11 permet de convoquer une assemblée constituante. Elle ne permet pas, je dis ça incidemment, de modifier substantiellement la Constitution. C'est ce qu'avait fait le général de Gaulle. Les Français s'étaient laissés faire, mais c'était quand même anticonstitutionnel. Donc quand Marine Le Pen dit, par exemple, qu'elle va faire un référendum pour la préférence nationale, c'est anticonstitutionnel. Je ferme cette parenthèse. Donc là, l'article 11 permet à Jean-Luc Mélenchon, sans contre-seing, c'est-à-dire sans l'approbation des chambres de l'Assemblée du Sénat, de convoquer une Assemblée constituante. Et ben voilà, c'était la faille. Et elle implique effectivement qu'il soit élu président de la République par une majorité des Français. Donc une majorité dise « Oui, nous voulons Jean-Luc Mélenchon comme président ». Donc voilà, c'est notre stratégie. Plus qu'il soit l'homme peut-être qui même dirige l'État. Peut-être même pour qu'il n'y ait même plus de président. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui quelqu'un qui pense qu'il faut plus de président de la République parce que cet homme concentre trop de pouvoir, on il va voter Jean-Luc Mélenchon. Mais écoutez, décidément vous n'arrivez pas à convaincre Axel de Tarlé. Il y a beaucoup de choses, je pense, qui étaient incroyables. Et qui se sont produites. Et celle-ci, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Il y a des fois des mauvaises nouvelles, puis celle-ci, c'est une bonne nouvelle parce que, je l'ai dit souvent, dans cette période de chaos, vous pouvez voir des monstres arriver. D'abord, il y a le fascisme, il y a aussi des aventuriers en politique. Là, je pense qu'avec Jean-Luc Mélenchon, on a quelque chose qui est balisé, qui est stable, voilà, qui correspond aussi à des défis modernes, la transition écologique, qui correspondent aussi au fait qu'en France, on peut pas vivre dans la misère non plus éternellement sans que ça pète. Donc, faisons en sorte que on remette les choses d'équerre avec la jeunesse aussi, qui aussi a besoin de se projeter vers un avenir en commun. C'est le nom de notre programme. Et avec cette assemblée constituante, on arrivera, je pense, à faire venir toutes ces populations qui ont été exclues de la société française. Une dernière question rapidement d'Arlette Chabot. Il faut quand même vous préparer. Le soir du 23 avril, a été obligé de dire que vous allez voter pour faire barrage au Front National, soit l'aventurier en politique, ça doit être Emmanuel Macron, j'ai bien compris, soit en faveur de François Fillon, c'est déqualifié. Et ça, vous aurez un choix clair pour faire barrage au Front National ? Mais tous les Français vont devoir, au soir du deuxième tour, réfléchir à ce qu'ils font parce qu'il y aura que 2 candidats. Bon, donc ça veut dire que par définition, il y en a qui sont pas au deuxième tour. Et c'est là qu'on va toucher du doigt encore plus les frustrations et le côté insupportable de ce système politique. C'est clair. Mais nous pensons que notre fenêtre de tir, elle nous permet d'être au deuxième tour. Que notre stratégie de parler à la grande masse, donc à la majorité, je le répète, les abstentionnistes, les gens qui veulent voter blanc et que ils veulent que leur vote soit compté dans le suffrage exprimé, elle nous permet d'être au deuxième tour. Donc je ne veux pas m'insérer dès maintenant dans un cadre de projection dans lequel on n'est pas au deuxième tour. Vu qu'on fait tout pour l'être, et puis le soir de toute façon du 23 avril, on prendra toutes les responsabilités qui sont les nôtres. Raquel Garrido qui croit que son candidat, donc Jean-Luc Mélenchon, sera au deuxième tour. Merci beaucoup Raquel Garrido, première invitée du Club de la Presse d'Europe 1. Merci Axel de Tarlé et Arlette Chabot. À tout de suite.